Bonjour à tous, donc troisième jour du salon e-marketing, cinquième plénière. On a eu des plénières très variées sur les deux premiers jours. Elles ont réussi dans le e-marketing, le pilotage des investissements marketing, le marketing est-il technologique et une quatrième. Thierry, tu te rappelles de cette quatrième session? Comment éviter la Google dépendance. Alors, aujourd'hui, le Big Data. Alors, on entend parler depuis 2 ans, le Big Data. On va parler plutôt du Smart Data, du Value Data. Je vais laisser Thierry Derouet, journaliste et éminent sachant du sujet, animer cette conférence avec 4 annonceurs qui touchent du Big Data et qui mesurent la réalité de ce mot galvaudé aujourd'hui. Thierry, la conférence est à toi. Il y a 827 personnes dans la salle. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais commencer par un petit sondage, parce que le sujet de cette conférence, c'est Big Supercherie Marketing ou Big Avancée Marketing. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pense que c'est une supercherie? Levez la main. Ils n'osent pas. C'est terrible. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui pensent que c'est une avancée technologique? Ah, ça commence à se lever. Bon, attendez, la question c'est, vous êtes en forme ce matin? Non, parce que l'essentiel, c'est que vous soyez en forme, parce qu'il va le falloir, parce qu'avec nos 4 interlocuteurs que je vais vous présenter, on va essayer d'interagir les uns avec les autres. Donc, je vous invite à pouvoir poser des questions. On va essayer d'y répondre également, et puis d'aborder effectivement ce sujet de la Big Data. Alors, donc pour essayer d'y répondre, donc nous sommes avec Jérôme Delabrief, directeur Valeur Data BNP Paribas et ex-président de l'IAB. Voilà, c'est comme ça qu'on vous présente. Est-ce que... Jérôme, prenez le micro, dites-nous, on peut vous présenter comme ça? Oui, absolument. Donc j'ai eu la chance de bosser sur le premier sujet d'utilisation des données clients chez BNP Paribas. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous parler, mais en revanche, ça nous a permis de réfléchir sur un certain nombre de modèles, un certain nombre de concepts, et c'est surtout ça qui vous intéresse. Donc n'attendez pas à ce que je vous donne des scoops sur BNP Paribas, mais en revanche, sur l'utilisation des données, peut-être. Alors, nous sommes aussi avec Fabrice Kobic, qui est manager digital de chez Kia Motors. Alors, vous faites quoi? Alors, d'abord, qui est Kia Motors? On le sait à peu près. Et vous faites quoi? Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, on en a parlé. Vous avez déjà oublié. On a un constructeur automobile et la particularité que je voudrais insister pendant l'intervention, ce sera de manière concrète comment sur le marché français où on est une petite équipe de 70 salariés au siège, comment un tel sujet comme la Big Data a été considéré depuis maintenant 5 ans et concrètement comment avec un réseau de concessionnaires ça se concrétise sur le terrain. Alors nous sommes aussi avec Fabien Vers-Savot, directeur marketing digital du Figaro. C'est quoi votre métier, vous, au Figaro? Alors pas celui-ci, celui en 0.1. Pas l'analogique, en ce qui me concerne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, moi, je vous parlerai, j'ai le plaisir de faire 2 choses pour le Figaro. Je suis directeur marketing digital donc de toutes nos éditions numériques, quel que soit le device, et directeur général d'une société qui s'appelle Ticketac.com, qui est une marketplace de ticketing. Le groupe, comme vous le savez, est un groupe qui compte des activités diversifiées, qui vont du média aux classifieds et jusqu'au e-commerce. Et donc moi, je vous parlerai de notre petite expérience en matière de data appliquée sur des cas d'usage autour de ces différents métiers. D'accord. Et nous sommes aussi avec Xavier Perret. Alors, vous êtes un des innombrables directeurs marketing, hein, puisqu'il y en a beaucoup, exactement, chez Orange. Alors, c'est quoi le marketing pour vous aujourd'hui chez Orange? Alors moi, je pense que tout le monde connaît Orange, qui n'est pas que présent en France, hein, qui couvre quand même plus d'une quarantaine de pays, dont d'ailleurs 22 pays en Afrique, et donc qui couvre évidemment aussi la France et l'Europe en particulier. Et donc moi, je travaille au niveau du groupe, et moi, ce que je vais vous exposer plutôt, c'est comment la question de Big Data, c'est peut-être plus une supercherie technologique, mais par contre, c'est peut-être une vraie avancée marketing au sens de la relation client et de l'optimisation des business process finalement d'une entreprise. Voilà, et c'est un peu le sujet qu'on a, nous, de Big Data au sein d'Orange aujourd'hui. D'accord. Alors, je vais commencer par un sondage dans la salle, parce que c'est un peu le niveau de compétence de nos interlocuteurs en face de nous. Est-ce que quelqu'un connaît Doug Cutting?
Ah, super. C'est parce que si vous connaissez Doug Cutting, vous sortez, vous êtes trompé de salon. Ici, on ne va pas parler IT, on ne va pas parler de celui qui a inventé effectivement ce qu'on appelle l'Hadoop. Et on ne veut pas parler de ça, on veut parler de marketing. Mais on va commencer par essayer d'ébaucher une petite définition de ce qu'est... parce que si on veut dire que c'est une supercherie ou éventuellement une avancée, c'est quoi la big data? Alors j'ai envie de poser la question à Jérôme Delabrief. Hein. Bon, c'est quoi la big data? C'est qu'une histoire de V? Alors, très honnêtement, d'abord, pour nous, il n'y a pas big ou pas big, il y a juste de la donnée. Nous avons tous de la donnée client. Et le vrai challenge aujourd'hui, c'est de savoir comment on utilise, comment on traite, comment on valorise cette donnée client. Bon. Donc, on a réfléchi autour d'une définition qui est très honnêtement simple. Ça nous a mis 2 mois à essayer de la formaliser. Donc, la big data, ce n'est pas un sujet, c'est 5 sujets. C'est pour ça qu'on se fait régulièrement enfumer par des prestataires. Désolé, il y en a plein derrière l'amphi. Ils sont dans la salle. Mais le principe de la big data, c'est d'abord, c'est de la collecte, c'est un cercle vertueux. C'est la collecte des données. Après, c'est le stockage des données. Et à chaque fois, vous allez avoir des prestataires qui savent faire de la collecte, des gens qui savent faire du stockage. Dans le stockage, vous allez mettre le cloud de tout ce que vous voulez. Après, c'est l'analyse de votre donnée. C'est la valorisation de cette analyse avec les fameux data scientists. Retenez le nom, c'est des nouveaux métiers. Et après, c'est la redistribution de cette valeur. Donc, ce cercle vertueux, c'est ça, la big data. Et par ailleurs, la vraie valeur de la big data, c'est la transformation d'une étape vers l'autre. C'est-à-dire de la collecte, par exemple, au stockage, vous allez avoir des gens compétents, des mécanos, si on veut prendre une image automobile, vous allez avoir des mécanos qui vont vous trouver le meilleur système pour que votre collecte de données que vous avez mis quelque part soit la mieux stockée, puis après la mieux analysée, etc. etc. C'est ça la big data. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est pas seulement le stockage des données ou l'analyse des données ou le truc ou le machin. Non, c'est la boucle des 5. C'est pour ça que l'utilisation de la big data et le développement du business de la big data, c'est quelque chose qui est cher, c'est quelque chose qui nécessite de l'intelligence, c'est quelque chose qui nécessite des outils, mais c'est surtout quelque chose qui nécessite de la réflexion et qui doit être adapté à chaque concept des différentes marques. La big data chez BNP, par exemple, n'a rien à voir avec la big data de chez Kia, bien qu'un client Kia puisse être un client BNP. Mais ça, c'est un autre monde et peut-être que c'est l'évolution de la big data, comment demain BNP peut bosser avec Kia. Alors, alors je ne vais pas tout de suite poser la question à Fabrice, mais plutôt à Fabien, notamment sur l'aspect plutôt transformation numérique. Parce que, quelque part, toute cette histoire de big data, c'est avant tout cette capacité à, quelque part, faire changer des organisations. Alors, comme vous êtes dans le domaine des médias, c'est un sujet que je connais un peu bien, c'est quand même un sujet de gouvernance de données. En fin de compte, qui les pilote, qui les structure, qui les regarde, qui les analyse. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver une solution pour mettre fin un petit peu à ce silotage qu'on peut constater ici et là? Alors, c'est vrai que nous opérons dans le domaine des médias, mais comme je le disais, on a le plaisir de réaliser la majeure partie d'ailleurs de notre chiffre d'affaires digital est réalisé sur des activités hors médias, classified et e-commerce. Mais pour revenir à votre question sur l'organisation, ou à ta question, pardon, sur l'organisation, il y a 2 manières de voir les choses, et c'est toujours le cas lorsqu'une rupture s'impose dans une organisation. C'est soit de décentraliser, de mettre un peu de big data partout, soit de reconcentrer le sujet au sein d'une équipe dédiée, avec l'espoir qu'on acquiert plus de vitesse et de réalisation par ce deuxième mode. C'est le choix qu'on a fait il y a environ 18 mois. Ça a été de créer une équipe directement rattachée au corporate qui travaille donc en transverse sur l'ensemble des business units et des entités du groupe, qui est composée actuellement de 5 personnes, qui va grandir en 2015 de 2 ou 3 collaborateurs supplémentaires et qui regroupe en fait l'ensemble des compétences nécessaires pour adresser le sujet de la big data, des data scientists bien sûr, des gens de l'IT pour assurer toutes les interfaces et toute la plomberie entre les data mart, le CRM, les DMP, les plateformes de graphes, on va en reparler, des gens qui font de la web analyse pour livrer des insights, des gens du CRM et je crois que j'ai à peu près fait le tour, et puis quelqu'un pour piloter la stratégie d'ensemble. Et ça nous permet rapidement de mettre en place un certain nombre de POC
de les refermer quand ça ne fonctionne pas, de pérenniser des dispositifs lorsque l'on se rend compte qu'ils sont effectivement contributeurs. Je pense que l'erreur serait de disséminer du big data un peu partout pour au final se rendre compte qu'on ne fait pas grand-chose. Alors chez Orange, c'est un peu particulier puisque la big data, vous en êtes à la fois et utilisateur dans votre business quotidien, notamment le phénomène de l'attrition, du churn, c'est quelque chose qui est quand même bien maîtrisé chez vous. Il ne faudrait pas que tous vos clients se barrent trop vite, comme on dit. Et puis de l'autre côté, vous êtes aussi là pour apporter des solutions à tout un ensemble de clients, puisqu'il y a le côté professionnel sur lequel vous opérez pour un nombre tiers, j'imagine, assez important, de solutions big data. Alors pour vous, comment est-ce qu'on se structure pour être efficace aujourd'hui sur ce sujet qui est d'abord, c'est pour ça, arrêtons de parler de big data, on va peut-être parler de données, parce que quelque part, si big data, ça voulait dire du volume, ça voulait dire de la vitesse, ça voulait dire de la variété, ça voulait dire trouver de la valeur, ça voulait dire trouver de la véracité, et puis derrière, j'ai envie de dire, il faut arrêter de se vanter, donc il y a aussi la vanité de la définition de big data et revenir sur l'essence même de ce qu'est la big data, c'est de la donnée. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à se structurer à cette multistructuration de la donnée, c'est-à-dire des données qui sont à la fois issues de systèmes d'information antédiluviens et puis de systèmes un peu plus modernes, d'où sont issus par exemple des verbatines de clients et autres. Alors oui, c'est un vrai sujet. Alors c'est vrai que d'abord on différencie bien ce qu'on veut faire pour nous-mêmes dans le service qu'on va rendre en tant qu'opérateur, je vais dire, et puis dans ce qu'éventuellement on va co-construire avec en particulier nos grands clients. Sur le premier pan, en fait, comment on se structure, en fait, on revient à la notion de ce que veut le client. Donc si je fais simple pour un opérateur réseau comme l'est finalement et téléphonique comme Orange, le client il veut deux choses. Il veut, je pense que vous voulez un réseau qui marche partout et qui marche tout le temps là où ça compte pour vous. Et puis vous voulez être reconnu, c'est-à-dire finalement quand vous allez en boutique, vous voudriez bien que le vendeur il reconnaisse que vous êtes passé sur le site et que vous aviez telle commande, etc. Donc la seule manière du coup de s'organiser, et c'est compliqué dans une grosse organisation, c'est de revenir à cette base-là. Et comme vous le disiez, des données, on en collecte depuis tous les jours. C'est notre métier finalement de collecter des données pour avoir un réseau qui marche. Les BTS, les tours partout, finalement collecter des données pour anticiper les erreurs, pour anticiper les fautes, pour si une tour tombe, que l'autre prenne le relais. Donc la question c'est comment faire remonter tout ça dans un sens qu'il y a pour le client. Et donc finalement, nous on a plus un enjeu d'abord de rôle marketing qui redevient pilote d'une transformation avec ensuite, et je pense que Jérôme l'a bien évoqué, une série de métiers sur chacun des pans de ce que tout le monde appelle le big data, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt là pour, après que le marketing ait exprimé le besoin et piloter ces segments de marché, analyser, collecter, stocker, archiver dans les bonnes conditions de privacy. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. Et à l'inverse, ensuite, c'est une autre organisation finalement qui va dire, voilà, cette compétence que nous-mêmes on utilise, comment on la met à disposition finalement et qu'on va co-construire. Et là, on est sur une autre dynamique de type API, de type exposition finalement de services pour que des grandes entreprises puissent utiliser ces compétences-là. Fabrice Kobic, alors vous, c'est un cas un petit peu différent puisque vous êtes une petite structure. Est-ce que c'est pas plus simple d'abord d'être agile et puis de partir un peu from scratch pour arriver à, on va dire, sereinement piloter de la donnée ? En tout cas, c'est un bon challenge. Moi, je suis assez inquiet déjà par rapport à un point. C'est qu'on parle aujourd'hui de la big data, mais c'est tout de même un sujet sur lequel les marques devaient réfléchir il y a de ça plusieurs années. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, s'il n'y a pas de système qui est mis en place, on voit qu'avec les nouvelles tendances de consommation, en tout cas, le prospect est davantage informé même qu'un vendeur de marque. Donc, si vous n'avez pas un système fonctionnel, il est clair, les gens partent. Donc, pour revenir à votre question sur comment se structurer et cette problématique, Kia Motors, en fait, il y a deux chiffres à retenir. C'est le numéro 4, c'est 4e constructeur mondial. Mais en France, c'est le numéro 15, ça veut dire 15e acteur sur le marché. En fait, on a évolué de manière beaucoup moins stable, dans le sens, je ne vais pas vous faire Wikipédia de la marque, mais juste pour que rapidement vous sachiez pourquoi je suis là aujourd'hui et je me retrouve en face d'acteurs principaux du CAC 40. C'est que jusqu'en 2004, la marque était implantée en France via un réseau de franchisés. Conclusion, pour faire simple, ce sont des ventes qui sont faites à très court terme sur lesquelles la donnée est totalement écartée puisque vous êtes dans une recherche de la vente en fin de mois. Puis après, une réelle considération de la donnée et puis une entreprise qui se construit et qui, entre 2007 et 2011, explose, se construit
et puis arrive à commencer à voir l'intérêt de la donnée. Du coup, même si on est 70, les plateformes se multiplient et on en arrive à 2010 à un numéro incroyable de 27, ce qui veut dire que 27 différentes plateformes ont été mises en place pour collecter des données. Donc c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Et sur une marque sur laquelle vous avez absolument un défi de prospection à faire, si derrière Monsieur Thierry Derouet, qui vient d'arriver en concession à Clermont-Ferrand, on se trompe absolument sur vous et sur votre donnée, bah derrière, vous allez faire un mauvais buzz, et puis le taux de rétention de la marque sera catastrophique. Donc il y a eu une réelle prise de conscience du groupe d'un point de vue monde, avec un objectif qui est de centraliser la donnée et de venir assainir tous ces systèmes-là. Voilà un peu le contexte. Alors il y a une question qui se pose la plupart du temps, puis j'ai envie de poser une question aussi à la salle. Est-ce qu'il y en a ici, dans cette salle, qui sont en train d'apporter la preuve business que, en fin de compte, opérer sa donnée multistructurée de manière unifiée, ça peut rapporter gros? Non, vous ne levez pas la main, vous n'avez pas envie qu'on vous saute dessus, ou vous êtes juste là Vous n'avez aucun projet? Non, parce que c'est le sujet quelque part, c'est que c'est un sujet où il faut effectivement investir, puisqu'on le voit, entre passer de 27 plateformes à l'unifiée, on ne va pas rentrer ici dans les détails de la plomberie que ça nécessite, mais voilà, il faut quand même quelque part y réfléchir, il faut organiser ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, hein, c'est ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire de montrer que ça a du sens. Alors j'ai envie de dire, par exemple, allez, Jérôme, quand on doit faire un POC, on doit prouver que quand on cherche quelque chose dans de la donnée, ça peut rapporter. Comment on s'y prend? Alors les fameux POC, on dit aussi pilote, ça marche aussi. Les fameux POC sont moins là pour mettre en avant les capacités de business que surtout d'éviter de faire des conneries. Parce que quand on commence à tripoter de la donnée et de la donnée client, moi j'ai envie de rappeler deux choses. C'est que la donnée client, elle appartient au client. Donc le client nous a laissé, ou on est allé chercher par tous les moyens possibles et imaginables, le moyen de récupérer des informations sur lui, dont acte. Une fois qu'on a ces informations, première des questions, c'est qu'est-ce qu'on en fait, ou quels doivent être les objectifs qu'on doit se fixer pour en faire quelque chose. Si on arrive à collecter de la donnée dans tous les sens en se disant j'ai un entrepôt de données extraordinaire, maintenant je vais faire de la big data, je vous garantis, c'est le plantard assuré. Alors Jérôme, une petite question de la salle, parce que... Ah, déjà. Ah oui, ça tombe. Est-ce que ça s'affiche? Normalement, c'est censé s'afficher. Enfin bon. Alors, question, pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce que la Big Data a apporté à BNP? Voilà, ça c'est Julie qui pose la question. Très concrètement, la banque est propriétaire, et oui, de vos données de transaction. C'est-à-dire que nous avons une vision 360 de ce que vous dépensez. Si vous dépensez 100 € chez Carrefour et 100 € chez Total, on sait donc, et 100 € chez Boulanger, on sait ce que vous avez fait dans toutes les enseignes. Donc, on sait exactement quelle est votre capacité de dépense. Bon. Ce qui fait qu'il nous est très facile de reconstituer cette vision transactionnelle du client à 360 et après d'imaginer des modèles de cashback vis-à-vis de nos clients. Je ne vous en dirai pas plus parce que vous me poserez les questions après. Ou d'aller voir les enseignes, d'aller voir par exemple Boulanger en leur disant tiens, chez vous, sachez que les clients BNP dépensent 100 €, mais par exemple chez Darty, les clients dépensent en moyenne 150 €. Que se passe-t-il chez Boulanger? Changer les hôtesses ou mettez des écrans plasma plus grands, etc., etc. Donc on est capable, effectivement, à partir de l'utilisation des données de transaction, on est capable de créer de nouvelles activités. Ce qui pose un problème. Est-ce que demain, la banque continue à faire de la banque ou est-ce que demain, la banque n'est pas en train de créer une activité autour de l'utilisation de sa data? Point d'interrogation. C'est comme, de toute façon, vous avez toujours cette question, vous pouvez regarder un e-commerçant sur certains modèles, est-ce qu'ils sont plus e-commerçants que vendeurs de publicité? Quand vous regardez la répartition de leur chiffre d'affaires, la réponse est plutôt vendeurs de publicité que vendeurs de produits, et pourtant, d'un prime abord, c'est pas ça. Mais j'ai envie de revenir sur l'exemple de Kia Motors. Alors, quand on se lance un peu dans un projet d'unification de la donnée, parce que là on va commencer à parler de mots un peu moins savants mais précis,
de ce qu'on appelle des plateformes de gestion de données, ou avec des acronymes de type DMP, ça fait bien, mais bon, le problème, c'est d'avoir une vision globale de ses clients de manière unifiée. Qu'est-ce qu'on arrive à en tirer, du coup alors, au-delà de l'identification des clients, c'est aujourd'hui un moyen précis pour arriver à trouver des leads qualifiés, pour arriver à vendre de la voiture, pour arriver à vendre des services. Comment ça se passe chez vous ? Je pense qu'un client ou un prospect, en tout cas à partir du moment où il mentionne un intérêt à la marque Kia, il est déjà assez ouvert d'esprit, dans le sens où il ne va pas s'attaquer aux marques prédominantes du marché. Donc, on se doit de lui apporter un service, et c'est là où la data derrière a un réel intérêt. Mais premièrement, le challenge, il se fait surtout en interne. C'est que, en fait, nous, on n'est pas propriétaire d'un réseau de concessionnaires. Le réseau de concessionnaires a des contrats avec notre marque. Donc derrière, on doit déjà prouver à un réseau de distributeurs quel est l'intérêt d'avoir une bonne donnée. Conclusion, pour la faire simple, je vais reprendre l'exemple de Clermont-Ferrand. Le concessionnaire de Clermont-Ferrand, pourquoi doit-il bien saisir des informations dans sa base de données et collecter des bonnes informations? La réponse, parce qu'on doit lui apporter quelque chose et parce que le prospect doit derrière en tirer un bénéfice. Ce bénéfice, il est simple, c'est des offres personnalisées, c'est du service ou d'un accompagnement réel, et derrière, en tout cas, d'avoir une vraie politique. Et la raison pour laquelle ça fonctionne, en tout cas en ce moment, c'est que mon profil, vous le retrouvez dans l'ensemble des filiales européennes. On n'est pas rattaché à un service en particulier, mais c'est plus une position d'électron libre sur lequel vous êtes en rapport direct avec les autres départements, et il y a une cellule transverse qui a été créée. Pourquoi ? Parce que c'est un problème qui n'est pas spécialement au marketing ou à la vente ou à la prévente, mais qui va se retrouver sur du développement réseau, sur de la finance, sur de la rentabilité ou sur des ressources humaines. Alors au Figaro, Fabien, il y a quand même un truc, c'est pour ça que je le disais un petit peu avant, c'est que les modèles de business sont amenés à évoluer. Donc aujourd'hui, quand on dit que la partie Figaro digital est en gros un e-commerçant, hein, ça peut faire friser les poils d'un journaliste, mais c'est bien la réalité de votre business aujourd'hui, c'est ça ? Alors, pas tout à fait. Ah. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que, vous le savez tous, c'est une évidence que de dire que l'usage, la massification des usages digitaux a fortement interrogé les modèles économiques classiques de la presse et des médias au sens large. Donc, nous avons un impératif qui est d'une part de pérenniser le développement de nos audiences et une adoption massive de nos supports digitaux gratuits. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on s'est employé depuis plusieurs années. Le Figaro.fr est le portail de news leader en France depuis 4 ans, sans discontinuer maintenant. Et c'est une entité qui est rentable. Et puis, à côté, nous avons également conduit notre développement, j'en parlais, au travers d'activités de diversification qui ont été le fruit soit de projets lancés en interne. Je prends l'exemple de cplussure.com, qui est un broker en assurance, qui est une croissance purement organique, soit par le fait de croissance externe. Tic-et-Tac est une société que nous avons acquis il y a 8 ans maintenant. Voilà. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de casser les silos, et la data est un levier d'intégration pour les groupes. C'est un levier de création de synergie majeure entre des métiers qui se complètent dans la chaîne de valeur du digital. Donc l'enjeu et l'usage de la data, c'est d'arriver effectivement à sortir de ces silos, c'est de mutualiser et de combiner l'ensemble des données qui proviennent de supports médias, qu'ils soient desktop ou mobile maintenant, de les combiner avec de la donnée transactionnelle, d'activités e-commerce par exemple, et enfin d'y adjoindre les données sociales. Et lorsque vous combinez, que vous agitez et que vous mettez une couche d'algorithmique prédictif là-dessus, ça vous permet d'engager vos internautes ou vos clients, quel que soit le canal, de façon très très personnalisée. Tu posais la question de la contribution réelle et comment est-ce qu'on la mesure. C'est un investissement assez conséquent de plusieurs millions d'euros que nous avons réalisé et que nous continuons à réaliser dans les 3 années qui viennent. Je vais vous parler de Tic-et-Tac. 40% de la croissance du chiffre d'affaires de Tic-et-Tac en 2014 a été directement délivrée au travers de la data. Voilà. Donc ça, c'est une mesure concrète de l'upside apporté par notre plateforme. D'accord. Alors, petite question comme ça personnelle, quand je suis abonné au Figaro, genre version papier, que je viens sur votre site, que je prends mon mobile, que je me logue quelque part, est-ce que maintenant vous êtes capable de savoir exactement qui je suis et ce que je regarde ? Parce que c'est quand même fondamental de savoir qui je suis et ce que je regarde, parce que si je suis obsédé par du marketing, vous êtes capable de m'adresser des sujets
qui m'intéressent, de la publicité qui m'intéresse et éventuellement des services qui sont connexes avec ça? Absolument. À ma connaissance, nous avons été les premiers dans notre industrie à déployer une data management platform il y a maintenant plus de 18 mois. Nous avons choisi Crux, qui est un éditeur américain. On a été les premiers adopteurs de Crux en France. Et ça nous permet, pour l'ensemble de nos supports digitaux, de capturer des comportements de surf, de capturer des comportements de sign-on, donc de connexion à nos différents outils lorsque vous voulez engager avec la communauté, lorsque vous êtes un client et que vous achetez une formule premium du Figaro. Bref, dans un certain nombre de points de contact avec le client, nous capturons cette donnée et cette donnée sert à alimenter au sein de la DMP la constitution de grands segments, de clusters. Une data management platform, ça sert à quoi? Ça sert à prendre son audience et en fonction de ses comportements, eh bien, de la regrouper dans des gros segments. Et ces segments étant caractéristiques de l'affinité ou de l'intention de tel ou tel groupe d'audience à un sujet ou à un produit. Et une fois que vous avez cette donnée, vous êtes en mesure, que ce soit via vos ad serveurs, via votre CRM ou vos devices mobiles, de réengager vos clients en fonction de la connaissance que vous en avez bâtie. Alors c'est marrant parce qu'ici on parle connaissance client et on parle aussi marketing. Alors Xavier Perret, on va parler un peu des deux. Moi, j'ai envie de vous poser une petite question qui est sur l'aspect justement connaissance client. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de pire dans votre métier, c'est de faire de l'interruption marketing. En gros, vous êtes censé avoir une connaissance sur moi et vous m'appelez en permanence pour savoir si je veux m'abonner à tel truc ou tel autre, alors que ça fait 10 fois que je vous dis non. Cette chose-là, aujourd'hui, on l'entend au niveau des directions générales pour mettre en place des solutions qui soient opérationnelles. Là, on n'est pas obligé de parler de preuves business, d'arrêter d'engager une mauvaise conversation avec un client. Alors j'espère que c'est beaucoup moins le cas qu'avant quand même. Je ne sais pas si tu prends un cas particulier concret. En théorie, alors la difficulté c'est qu'un opérateur comme Orange, il a 10 000 services. Et donc historiquement, ils sont aussi construits en silo entre le fixe et le mobile. Je rappelle l'histoire quand même, le fixe et le mobile n'étaient pas censés cohabiter. Un jour, il y a eu la convergence. L'autorité de la régulation l'a permis, et donc il y a des développements de roadmap IT, on est passé là-dessus, et donc on est censé avoir une vision unifiée client complète, et puis il y a ensuite des strates compliquées de segmentation client, c'est-à-dire que les clients professionnels n'ont pas les mêmes produits et services, exactement les mêmes attentes d'ailleurs que le marché résidentiel. En toute théorie, on a une vision unifiée client. Et en toute théorie, maintenant, les actions que l'on fait vis-à-vis du client sont coordonnées pour éviter justement ces cas-là qui sont les pires, c'est-à-dire effectivement la sursollicitation là-dessus. La plus grosse difficulté, en fait, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui à manager, c'est-à-dire de s'assurer que dans vos contacts d'interaction avec Orange, qui ne sont pas que digitaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur comme Orange brasse tous les marchés, y compris les populations peut-être moins digitales, et qu'en fait, comment on fait pour qu'une personne qui appelle un call center, ce qui restera, la personne qui gère le call center ait en fait l'information que la personne a peut-être déjà dit 3 fois, je ne sais pas, à la boutique, ou qu'elle a déjà dit en ligne. Et donc cette remontée d'informations et ensuite cette proposition qui conviendrait, c'est-à-dire que ce soit d'une réclamation ou que ce soit une proposition de nouveau service, puisse remonter par l'ensemble des canaux. Et ça, en fait, c'est le plus gros challenge de déploiement IT, en fait, mais aussi en termes de voir la relation client différente, qui, encore une fois, n'est pas que digitale. Et ça, je pense, c'est un vrai sujet sur l'ensemble. Je pense qu'il y avait le sujet qu'il y a avec les concessionnaires. Vous avez quand même beaucoup de points de contact aujourd'hui, puisque vos clients, ils viennent vous challenger dans vos boutiques, après être passés par téléphone. Justement, je pense qu'on en est fiers. C'est-à-dire qu'on cherche d'ailleurs sur les boutiques à ce que ces points de contact ne soient pas que des points de réclamation, j'allais dire. Et donc, comment on fait pour que justement on prenne en charge au niveau du digital, beaucoup plus de façon automatisée, personnalisée, c'est là où le big data entre en jeu, les éléments de réclamation pour, c'est vrai aussi, réduire les coûts de traitement, mais aussi permettre une relation physique finalement plus vertueuse dans laquelle nos boutiques demain deviendront probablement plus des espaces d'accompagnement, ce qu'on a essayé de faire en fait en termes de développement d'ailleurs de la 4G autour du développement des usages, mais demain peut-être des espaces d'accompagnement beaucoup plus larges. Et donc on a d'ailleurs annoncé une refonte de nos boutiques progressives dans notre plan 2020, donc c'est quelque chose sur la longueur, donc qui ne vient pas tous les jours, dans lequel finalement les gens de toute façon sont déjà digitaux par nature, mais effectivement ils vont attendre autre chose d'une boutique. Et nous on a un ADN qui correspond à ce mix-là, de toute façon qui perdurera, c'est-à-dire qu'on n'est pas un pure player digital quoi qu'il arrive, et notre marché cœur n'est pas les geeks only digital, j'allais dire. D'accord.
Et je peux témoigner, ça marche plutôt pas mal chez vous, puisque vous pouvez lancer une alerte depuis une application, notamment sur cette tablette. Derrière, avoir quelqu'un qui vous rappelle sur un call center, qui fait un suivi téléphonique à l'heure à laquelle vous avez qui vous donne un créneau aussi suggéré d'intervenir, et puis éventuellement vous renvoie en boutique où la personne ne vous repose pas la question. Donc effectivement, ça marche plutôt pas mal. Cette question peut revenir un petit peu du côté bancaire. Jérôme, moi j'ai envie de dire, j'ai pas le sentiment que l'environnement bancaire aujourd'hui est capable d'opérer correctement une connaissance client, on va dire, parfaite. La critique, alors c'est pas forcément sur BNP Paribas, mais bon, au global, vous êtes tous clients d'une banque, et à un moment donné, vous vous dites, c'est pas possible, j'ai posé une question, en face de moi j'ai quelqu'un qui connaît pas la réponse, pourtant je suis sûr que chez eux ils peuvent connaître la réponse. Qu'est-ce qui se passe? On a vraiment l'impression que c'est difficile de réunifier cette donnée, cette connaissance client? Alors, c'est complètement faux. On est des champions du monde. Ah, mais oui. Faut le prouver alors. Mais oui, oui. Pourquoi la banque est le secteur par lequel on a des données sur l'ensemble de nos clients depuis la genèse. On a des données clients de tout sur tous les clients. Bon, la difficulté, c'est d'être capable d'avoir des référentiels, juste pour faire un tout petit point technique, c'est d'avoir des référentiels qui sont cohérents les uns entre les autres. Mais la donnée, on l'a. En revanche, le débat, et on avait un grand projet pharaonique en termes de budget qu'on avait débuté au début des années 2000, même un peu avant, qui était la banque multicanal. Multicanal, c'est un mot que vous avez entendu, il y a eu numérique, après multicanal, après digital, après, etc., etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle dans la presse des marronniers, c'est-à-dire des trucs qui reviennent. Donc on a été les premiers à monter cette fameuse banque multicanal qui reprend et qui reprenait exactement ce dont parlait Orange tout à l'heure. C'est-à-dire, c'était la capacité, dès le moment où vous contactiez, vous preniez un canal de communication ou de connexion avec votre banque, d'alimenter un dossier client qui était capable de reconnaître que vous l'aviez contacté par l'intermédiaire d'un conseiller, par l'intermédiaire d'Internet, par l'intermédiaire du mobile, par l'intermédiaire d'un ATM, les distributeurs de billets, etc. Et donc, de créer une relation client totalement cohérente et homogène. Alors très honnêtement, ça marche très très bien. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on a un vrai problème, et le vrai débat, il est vis-à-vis des gens qui travaillent dans le réseau, c'est-à-dire de nos conseillers commerciaux. C'est-à-dire qu'en créant cette banque multicanal, on crée globalement, potentiellement, une concurrence au réseau. Non mais on peut aussi changer le métier des gens. Bonne question. Parce que c'est, très honnêtement, quand vous êtes client, c'est pas votre problème, l'organisation interne d'une entreprise. On est bien d'accord. Alors, pour répondre très simplement, et c'est un peu polémique, désolé, alors on est en France. Donc, changer le métier des gens, c'est compliqué. Ça prend du temps. Mais c'est pas parce que c'est compliqué et que ça prend du temps que ça ne se fera pas. Donc, aujourd'hui et pendant 15 ans, la difficulté a été de faire en sorte que le digital ou le numérique de l'époque deviennent et soient appliqués comme étant complémentaires au réseau physique qui, lui, existe depuis 100 ans. Mais ce qui n'empêche que, très honnêtement, ça fonctionne. On n'est pas meilleur que les autres, on n'a pas été meilleur que les autres, parce que tout le monde est aujourd'hui dans cette démarche multicanale. Le tout est de savoir qu'au lieu de le faire à l'américaine ou à la coréenne en 5 ans, on va prendre 10 ans ou 15 ans pour le faire. Mais très honnêtement, on est dans cette logique, dans cette réelle logique multicanale, et donc de facilitation de la relation client et création de la relation client. Oui. Alors, ouais, mais là, Jérôme, cette réponse m'inquiète parce que on est tous confrontés à un phénomène dit d'accélération. Donc, c'est-à-dire tout s'accélère. C'est-à-dire que si en France, on va mettre 10 ou 15 ans à se bouger, voilà, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs français qui vont aller plus vite et qui vont plus vite au quotidien. On a vu une annonce hier, par exemple, faite par Leclerc, qui se réveille en disant dans 5 ans, notre concurrent va être Amazon, on va investir 1 milliard d'euros et on va embaucher 100 personnes au minimum sur la partie digitale. OK, et bien plus. C'est forcément, effectivement, une bonne piste, mais est-ce que, de temps en temps, il ne faudrait peut-être pas que nos organisations se réveillent un peu plus vite? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une prise de considération que si on ne se bouge pas plus vite la donnée, c'est le cas de le dire, on va avoir un souci, c'est-à-dire qu'on va vite se faire, excusez-moi le mot à la mode, c'est peut-être le buzzword, disrupter, mais en tout cas, la perturbation, aujourd'hui, elle existe pour bon nombre de métiers, il y a des métiers qui disparaissent. Alors d'abord, je vous ai expliqué que la banque multicanal, on l'avait commencé il y a 15 ans. Donc on est à peu près bon aujourd'hui. Bon.
En revanche, pour ce que disait Thierry concernant Leclerc, il a absolument raison. Et nous sommes dans la même équation. Demain, notre concurrent n'est pas la Société Générale ou la Société Générale ou la BNP n'est pas concurrente de Société Générale. Notre concurrent, c'est Amazon. Notre concurrent, c'est Google. Notre concurrent, c'est Facebook. Ce sont ces dépositaires, utilisateurs et distributeurs de la donnée. Nous devons aujourd'hui être capables de mettre en place une stratégie digitale efficace et une stratégie de la data efficace au regard et en frontal de ces acteurs qu'on appelle les GAFA. Parce que demain, c'est eux qui vont être capables de proposer des services bancaires. Oui, absolument. Ils y réfléchissent. Posez-vous une question. Pourquoi est-ce qu'Amazon, pourquoi est-ce que Google, pourquoi est-ce que Facebook n'a pas créé sa banque? Alors qu'ils ont les moyens de le créer, ils ont la possibilité et la qualité de le créer. Parce qu'ils vont trouver beaucoup plus intelligent, et je ne peux pas leur en faire grief, ils vont trouver beaucoup plus intelligent de créer des services bancaires, oui, et de laisser aux banquiers la tuyauterie de la banque, absolument. Donc, si on a vraiment un débat, et sans vous faire de langue de bois, le vrai débat de la banque aujourd'hui, c'est d'être capable de créer ou de se mettre en frontal de ces différents concurrents, qui ne sont pas des concurrents historiques, et d'être capable de créer des services bancaires, enfin des services plutôt, autour de la gestion du pognon de nos clients, et non pas seulement des services bancaires comme on les connaît, c'est-à-dire être capable de vous vendre le prêt truc, la carte machin, etc., etc. On n'est plus dans une logique de produit, on est dans une logique de client qui cherche des services pour mieux gérer son pognon au quotidien. Voilà les enjeux de la banque. Donc voilà les enjeux que nous devrons être capables demain de traiter grâce à l'utilisation intelligente de nos données clients. Est-ce que c'est résumé? Mais j'espère que c'est clair. Xavier Perret, quand on parle de ce qui est suggéré ici, c'est-à-dire de la coopération, d'accord, en termes de business model, est-ce que c'est une pratique qui est effectuée, qui est opérée aujourd'hui par exemple Orange, par exemple avec le Figaro, par exemple, pour travailler main dans la main. Une autre question, par exemple, en Angleterre, quand on parle de l'aspect mobile, de la publicité mobile, on a vu un groupement entre les 3 plus premiers opérateurs se créer et ils sont concurrents pour gérer la donnée mobile. Ce n'est pas le cas en France. Est-ce que c'est compliqué de s'imaginer qu'il faut faire bouger les lignes, les frontières pour travailler, on va dire, quand même il s'agit de la donnée et que moi je suis client de N fournisseurs, forcément vous pouvez vous la partager, l'enrichir et la segmenter, l'adresser intelligemment entre vous? Alors d'abord on a plutôt une culture de coopération en tant qu'opérateur, soit entre les opérateurs, soit avec l'écosystème. On parlait des GAFA, c'est à la fois effectivement des menaces sur la partie service, c'est aussi des partenaires, puisqu'ils apportent une forme de valeur sur certaines notions. Et donc ça, j'ai l'impression que la banque découvre effectivement le monde des OTT, comme on les appelle, les over the top, que l'industrie des télécoms vit depuis un certain nombre d'années, voire une dizaine d'années, je pense. Et c'est vrai, ça arrive, des assureurs aussi. Je pense que ce qu'on essaye de faire, et je vais peut-être parler un petit peu de Data Avenue, c'est-à-dire qu'on essaye justement finalement de mettre à disposition des plateformes qui peuvent couvrir nos données aussi. Donc c'est l'initiative Data Avenue à destination des groupes et des startups sous un format encore une fois API. Donc finalement on s'inspire des modes d'exposition finalement de ces grands groupes ou des startups, voilà, des Amazon, etc., pour essayer que l'écosystème s'en empare et crée des nouveaux services. La difficulté, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite différence sur la publicité mobile entre l'Angleterre et la France, c'est que les enjeux, ou on va dire la sensibilité aux données personnelles et la privacy est différente. Et que en plus, en France, c'est vrai... Vous êtes en train de railler la CNIL Pas du tout. Alors là, ou plutôt la sensibilité des individus, c'est-à-dire des clients que nous sommes tous? Les deux. Je pense qu'il y a les deux. Je pense que nous, on a une posture assez simple qui est que cet écosystème de toute façon ne pourra grandir en assumant d'ailleurs qu'on a une sensibilité européenne assez forte sur les données personnelles, mais que c'est aussi un cadre assez contraignant et que d'ailleurs si les autres acteurs de l'Internet, ce serait bien qu'ils soient régulés de la même façon que nous dans ces cas-là, puisqu'on est un opérateur quand même qui a des formes de régulation, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient françaises. Mais sans rentrer là-dedans, il me semble qu'on a effectivement un enjeu de sensibilité assez long terme sur les données personnelles, plutôt européen, moins anglo-saxon. Je rappelle que les données personnelles en Europe, c'est une notion de données personnalistes, c'est-à-dire attachées à la personne, alors qu'aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, c'est utilitariste, c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut et puis la régulation suivra. Ce qui effectivement nous empêche peut-être d'innover ou d'avancer
de manière assez brutale, comme peuvent le faire certains groupes anglo-saxons, mais à l'inverse, peut-être vont nous permettre de bâtir des nouveaux modèles, peut-être en coopération, parce qu'on n'est pas concurrent entre, en l'occurrence, Le Figaro et Orange, parce qu'on n'est pas du tout dans le même métier. Nous, à la fin, on est opérateur de réseau, on a des boutiques et on est dans le mode de la souscription. Donc finalement, on fait quoi? On facture des clients sur un service qu'on essaie de rendre dans un environnement concurrentiel assez fort. Et ça c'est notre cœur de métier. Et donc, ce qu'on sait bien faire aussi, c'est finalement sécuriser les données, ce qu'on essaye de faire, les rendre compatibles dans l'environnement contraint dont je parlais, qui n'est pas le même qu'aux États-Unis. Voilà. Et donc, au contraire, nous, on essaye de favoriser. DataVenue, c'est ça, c'est une plateforme mise à disposition. On travaille déjà avec certains groupes, des assureurs. On encourage tout le monde et toutes les startups à essayer de construire dessus pour faire des mélanges de données avec, j'allais dire, privacy by design, c'est-à-dire, encore une fois, un enjeu assez fort de le faire bien, parce qu'effectivement, on a cette sensibilité-là. D'accord. Alors, ça c'est bien parce qu'on ne va pas développer ici un volet qui est le volet juridique qui est associé à la big data, où d'un côté, on se rend compte qu'on ne peut pas protéger un algorithme et que la plupart des algorithmes aujourd'hui qui sont utilisés par des sociétés, notamment anglo-saxonnes, sont totalement illicites. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais on va rentrer sur une spécialité un peu française aussi, qui s'est développée un peu sur le tard, qui est une question de la salle. Vous voyez, j'essaie d'être interactif. Alors, hop. Est-ce qu'elle va s'afficher aussi? Bon, c'est pas grave. Donc, de parler du rapprochement entre la big data et l'open data. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à rapprocher la big data avec l'open data? Jérôme, bonne question, non? Ah, bonne question. Alors, est-ce qu'on on peut résumer rapidement ce que c'est que de l'open data? Est-ce qu'on y trouve? Peut-être, mais en une phrase. Hein. Alors, je ne mettrai pas l'open data d'un côté. Je mettrai plutôt la donnée qualifiée et la donnée non qualifiée. Alors, ce qu'on appelle la donnée qualifiée, c'est les données dont nous sommes, entre guillemets, propriétaires et qui ont été collectées par nous. Donc, par les différentes marques. C'est-à-dire le client qui se pointe dans une agence, on va savoir qu'il est marié, que si, que mi, le fait. Enfin, donc ça, c'est de la donnée que nous avons absolument qualifiée et qui a une vraie valeur. Et à côté de ça, ce même client va laisser des traces sur Facebook, va laisser des traces sur Instagram, etc., etc., etc. Donc c'est de la donnée non qualifiée, voire de l'open data. On peut mettre éventuellement l'open data dans ce groupe non qualifié. Bon, toute la difficulté pour nous, ça va être de savoir comment est-il pertinent de faire un merge entre les deux. Pourquoi? Nos données qualifiées, on sait qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus longue. Parce que Monsieur Delabrief, on sait qu'il est marié, père d'enfants, etc., 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 etc. Ça, c'est des données qui sont invariables ou qui bougent assez peu fréquemment. Les données non qualifiées, celles de Facebook, par exemple, elles ont des durées de vie de 3 mois. Et encore, quand je dis 3 mois, elles ont des durées de vie de 6 semaines à peu près, maximum. Bon. Donc, comment, intelligemment, ou quelle est la stratégie que je dois être capable de mettre en place pour mixer les deux? Sachant que je vais parler à la même personne, mais je vais avoir des données qui n'ont pas forcément la même durée de vie, qui n'ont pas la même valeur, et qui, le cas échéant, on l'a vu sur certains POC que nous avons mis en place, qui sont capables d'aller polluer nos données qualifiées. Ou inversement, nos données qualifiées sont capables de s'enrichir des données non qualifiées. Donc il y a un vrai débat de fond et un vrai débat stratégique et une vraie question stratégique sur comment je fais pour merger les deux. Pour les questions de l'open data, spécifiquement sur l'open data, d'abord, c'est géré par l'État, aujourd'hui, principalement. Bon, c'est Henri Verdier auprès du cabinet du Premier ministre qui gère ces données-là. Bon, c'est vrai qu'on peut s'en servir. Aujourd'hui, très honnêtement, il vaut mieux être un peu vigilant, un peu prudent et un peu attentif quant à l'utilisation de ces données, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment les faire fonctionner. Donc les collecter, c'est pas compliqué. Les analyser, c'est un peu compliqué. Et en créer de la valeur, c'est complètement, aujourd'hui, c'est complètement très compliqué, on va dire. Donc, nécessité d'y aller au pas le pas et de ne pas se lancer dans des grandes stratégies de je vais intégrer de l'open data ou je vais intégrer mes données non qualifiées avec mes données qualifiées. Après, je sais qu'Orange a des points de vue parce qu'ils sont éventuellement prestataires de ce type de service, donc ils vont être beaucoup plus pushing sur ce sujet. Moi, je dis juste qui va piano va sano, et surtout, évitons de faire des conneries. Mais c'est mon point de vue. Fabrice, quand on parle d'évolution des modèles économiques grâce à de la donnée,
Aujourd'hui, la donnée comportementale, l'analyse qu'on peut tirer, par exemple, de l'usage d'un véhicule, fait que demain, Kia ne sera plus là pour vendre des véhicules automobiles, mais un service pour nous acheminer d'un point A à un point B, peut-être de manière complètement automatisée et éventuellement sécurisée, en accord avec, par exemple, un institut d'assurance qui va analyser le comportement de notre navigation. Enfin, toutes ces choses-là, ça fait sens chez vous ou c'est quand même long à émerger parce que vous êtes quand même une société coréenne, donc ça vienne du haut, cette idée? Ça vient du haut, la Corée c'est loin, mais Internet va rapide. Du coup, il y a un constat réel aujourd'hui sur l'habitude d'un consommateur pour l'acquisition d'un modèle de voiture. C'est qu'aujourd'hui, Google a sorti une étude sur si vous aviez un adjectif à qualifier la relation que vous aviez avec votre concessionnaire, l'adjectif c'est cauchemar. Dans le sens où c'est encourageant, c'est très positif pour le réseau de concessionnaires, mais surtout c'est qu'il y a un constat, c'est que rien qu'à vous voir, on n'a pas envie d'aller chez son concessionnaire maintenant pour réparer, on n'a pas envie d'aller chez son concessionnaire pour entretenir son véhicule, on veut un service, on veut être disponible, on veut une appli mobile qui derrière nous permette de gérer, ou en tout cas on veut du service. Et derrière la donnée, elle est aux clés du business plan. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que en continuant comme ça et en avançant sur des visions très moyen-termistes sans venir refondre les systèmes d'information, clairement, les gens vont avancer sur des modèles économiques déjà, il y a un rapport à la propriété qui est ultra différent. Regardez avec les nouvelles, les générations actuelles, le leasing ou la location de voiture représente plus de la moitié du marché. Le partage de la voiture, le partage de la propriété, le covoiturage. Donc, une marque outsider a tout intérêt d'être davantage innovante ou avant-gardiste à proposer des services. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue vision groupe, et je ne rentrerai pas dans le détail après, mais il y a quand même une problématique qui est comment aujourd'hui générer X% de ventes en plus en dehors du réseau de concessionnaires pour augmenter notre part de marché. D'accord. Mais vous êtes tous obligés de faire un jour ou l'autre de l'interruption marketing. Je vous donne un exemple. J'achète un véhicule automobile chez vous, je prends une assurance notamment pour être tranquille, vous me vendez des trucs absolument à prix d'or avec une carte premium et tout ça. Je tombe en panne un week-end, et alors que je voulais aller à l'étranger, et là j'apprends qu'en réalité c'est opéré par une société tierce qui ne peut pas m'apporter un véhicule parce que je vais à l'étranger. Et puis comme on est le week-end, ils veulent bien prendre ma bagnole, ils ne savent pas que je suis tombé en panne à côté de ma concession automobile, mais ils veulent bien embarquer mon véhicule à 150 km de chez moi pour la réparer. Ce que je veux dire, quand vous parlez du cauchemar, ce cauchemar il est étendu au niveau de l'usage aujourd'hui parce que on est à un moment donné, on doit être conscient effectivement qu'il ne doit pas y avoir d'interruption sur le service qui est proposé. La fameuse définition qui était donnée à un moment donné, c'était de faire du marketing sans couture quelque part. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un problème qui est plus d'une compagnie et la donnée ne pourra pas tout répondre. Si derrière il n'y a pas une conscience interne, il n'y a pas une conscience de la direction générale pour venir faire une philosophie One Voice là-dessus, oui, il y aura toujours les mêmes problèmes. Alors Xavier Perret, cette histoire de vision, parce que quelque part, à force de parler de big data, de parler d'unification de la donnée, de parler des nouveaux business models, de parler de tas de choses, on le voit bien, le poisson pourrit toujours par la tête, donc c'est par la tête que ça doit se passer. C'est quoi la vision aujourd'hui d'un opérateur comme Orange pour justement que cette convergence de données unifiées fasse du sens dans votre business de modèle? C'est un peu, c'est une question un peu vacharde, mais la question Stéphane Richard n'est pas dans la salle. Je préférais la question d'époque, moi, mais c'est pas grave. Alors, c'est vrai que sur Big Data, c'est pour ça que je reviens là-dessus, en fait, on a bien des initiatives qui sont de l'ordre d'époque, qui sont finalement des quick wins d'ailleurs en termes d'implémentation, et puis on a certaines convictions. Effectivement, Stéphane Richard a annoncé à la dernière journée investisseur notre plan en 2020, c'est-à-dire comment on va s'orienter dans les 5 années à venir pour construire finalement le service de demain. Et je vais y revenir un petit peu. Le service de demain pour nous d'un opérateur, et après on pourra dire aujourd'hui c'est pas ce que je vis, etc. Orange est nul, ce qu'on veut, mais c'est quoi ? C'est être reconnu. C'est-à-dire je vais en boutique, je suis reconnu, ça veut dire il y a un modèle qui est plus simple sur l'Apple Store, mais finalement c'est ça, je suis reconnu, le vendeur sait qui je suis, il sait me reconnaître, il sait ce que je veux presque, il a l'analyse finalement de mon parcours un peu sur l'ensemble de ses touchpoints, y compris digitaux évidemment. Parce que c'est simple de le reconnaître que sur le digital avec des cookies, etc. C'est plus compliqué. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la connectivité enrichie,
c'est d'avoir un service réseau, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on fournit, qui marche là où ça compte. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais couvrir 100% de la France dans le petit coin de machin de trucs, on ne saura jamais le garantir. En revanche, essayer d'optimiser le réseau pour qu'il soit là où ça compte, c'est-à-dire les lieux de forte densité, surinvestir dessus, les lieux qui sont récurrents pour vous dans la pente sous le pont machin et que tous les gens y passent et ils sont pas contents, savoir repérer ces moments-là et dire ça c'est des endroits qui comptent, il faut qu'on soit là. Voilà, c'est une manière de gérer le réseau, donc notre business process à nous finalement, qui est complètement différente d'hier, dans lequel finalement on a déployé des réseaux assez massivement, on a eu aussi des contrats réglementaires, on est très fort par rapport à l'ARCEP sur le taux de couverture. Demain, c'est finalement une vitesse suffisante, moyenne, on s'est engagé là-dessus d'ailleurs vis-à-vis de nos investisseurs, mais aussi là où ça compte pour les gens. Ce qui veut dire revenir à une notion d'individuel. C'est-à-dire à la fin, le client il est content si le service qu'il a de façon individuelle vis-à-vis d'Orange, c'est celui qu'il souhaite. C'est pas ce que... et du coup, il le dira aux autres. Mais c'est pas l'agrégation d'un ensemble de clients qui disent des choses, c'est ce que je vis moi au jour le jour. Moi, j'aime Orange parce que ça marche là, ça marche en ce moment, etc. Et ça, c'est pas facile comme promesse à tenir. Et ça, c'est un gros enjeu stratégique pour nous. Petite question très personnelle, messieurs. Est-ce que quand on doit opérer du marketing aujourd'hui, dit omnicanal, multicanal, vous appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire la vraie vie, quoi, hein, est-ce qu'on n'est pas obligé d'être super pointu sur l'aspect technologique? C'est-à-dire que, vous l'avez dit, avec les vendeurs et toutes les solutions qui vous sont proposées, puis les miracles annoncés, est-ce qu'il ne faut pas effectivement être pointu, super vigilant, et puis au final... être capable d'évangéliser en interne justement l'aspect bonne pratique et autres. Fabien, au Figaro, comment on fait ça? Alors d'abord, je pense qu'il y a une opportunité qui est que depuis 10 ans, il y a eu un fourmillement d'innovation autour du traitement de la donnée, de la valorisation de la connaissance client et une accélération forte de la qualité des solutions technologiques qui étaient apportées. Donc ce qui est possible aujourd'hui et ce qui est beaucoup plus simple aujourd'hui à exécuter était extrêmement complexe il y a encore 10 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle tous ensemble ce matin. Ça, c'est la première chose, c'est que tendanciellement, il y a un choc de simplification qui s'est quand même opéré sur les dernières années. Je prendrai notamment l'exemple de l'A/B testing. Tout le monde fait maintenant de l'A/B testing. C'est extrêmement complexe à opérer il y a quelques années. Depuis 2-3 ans, vous mettez un petit bout de script dans vos pages desktop mobile et actuellement un petit SDK dans les apps. C'est en train d'arriver. Et vous pouvez rapidement, sans le concours de l'IT, avoir une bonne connaissance des comportements clients et de comment faire le focus pour améliorer votre performance. Donc simplification de la technologie pour vous en tant que marketeur. Voilà. Et en revanche, il y a le facteur humain dont on n'a pour l'instant pas parlé. Nous, on a mené une petite expérience. C'est-à-dire que le facteur humain, c'est à la fois le sponsorship du COMEX, ça a été dit, je crois, tout à l'heure, et puis en bottom-up, c'est l'adhésion des collaborateurs. Et lorsque, par exemple, les équipes CRM voient arriver les nouvelles plateformes data et les process ou les pratiques marketing qui vont avec, il faut essayer à la fois de rendre la data fun, parce que je ne sais pas si la conversation l'a été ce matin pour l'auditoire, mais en tout cas dans une entreprise au quotidien, il faut que ce soit simple. Et nous, pour faire ça, on a fait des battles. C'est-à-dire que nos chefs de projet CRM, on les a opposés à l'algorithme. On a essayé de refaire Kasparov contre Big Blue. Voilà. Et dans ces battles, on a essayé de gamifier l'opposition entre des ciblages de campagnes CRM qui pouvaient être faits par les membres de l'équipe, et puis des ciblages prédictifs qui étaient réalisés par des algorithmes. Et c'est assez rigolo, et dans la majeure, donc il y a une vraie émulation, une vraie compétition, donc on progresse des deux côtés, et dans la majeure partie des situations, bien sûr, l'algorithme est plus fort. D'accord. Vous avez aussi fait des battles chez BNP Paribas pour trouver des bons algorithmes Des battles. Des battles. Des batailles. Oui. Des batailles. Bon. Des challenges. Ouais. Des batailles. Bon. Je vais arrêter de jargonner, c'est promis. Pour trouver des algorithmes de quoi? Parce que dans la banque, on fait que ça. Pour trouver des solutions, pour innover. Parce que, mine de rien, on n'a pas soulevé ce sujet-là, mais quand on parle des comportements humains, il s'agit quand même de demander à ces équipes d'apprendre à se tromper, de faire parfois de faire des conneries dans le bon sens, c'est-à-dire de s'en rendre compte très vite. Mais quelque part, il faut
et c'est pour ça que là je vais vous chatouiller un peu, vous avez dit il ne faut pas faire de conneries. Si, il faut apprendre à en faire, mais se rendre compte qu'on en a fait le plus rapidement possible, et recommencer, et recommencer, et recommencer. Oui. Est-ce que c'est pas ça le challenge quelque part ? Si, absolument, absolument, absolument. Quand je dis qu'il ne faut pas faire de conneries, c'est dans le cadre de sa marque. Si on s'appelle BNP Paribas ou on s'appelle Kia ou Orange, faire des conneries avec au-dessus l'épée de Damoclès de sa marque, c'est un peu casse-gueule. Donc c'est pour ça que ces sujets-là, il vaut mieux les incuber, entre guillemets, en dehors des structures chapeaux. Ça permet d'être beaucoup plus innovant, beaucoup plus réactif. Et c'est pas Monsieur Kia qui me démentira là-dessus, puisqu'ils ont un modèle assez intéressant, on en a parlé avant de venir, qui est justement de créer une structure adaptée pour ce genre de métier, pour ce genre de concept, pour ce genre de stratégie, mais en dehors de la marque chapeau. D'où l'intérêt des pilotes. Les pilotes permettent de se tromper, absolument. Les pilotes permettent d'identifier dans le groupe les compétences, d'aller chercher à l'extérieur les compétences nécessaires. Je pense aux fameux data scientists, que nous, on a les data prédictifs. Nous, on a des data, ce qu'on appelle des data riskers. Dans la banque, on a des mecs qui sont capables de calculer le risque du client. Le client rentre, on est capable de savoir s'il va payer ou pas. Bon, ça, on fait ça depuis 40 ans, ça marche très bien. On a apporté, par l'utilisation de la donnée, de nouveaux métiers dans la banque, qui sont les fameux data scientists, qui sont capables de faire du prédictif. Est-ce que monsieur machin, dans 6 mois, va changer sa voiture, ou dans 6 mois, va avoir besoin d'un prêt, ou va avoir besoin d'un nouveau logement, au regard du fait qu'il dépense beaucoup d'argent entre 20h et 23h. Je vous prends l'anecdote. Donc ça veut dire qu'il n'est pas chez lui. S'il n'est pas chez lui, c'est que sa femme va l'engueuler quand il rentre à 23h15. Et je vous passe la fin de l'histoire, mais vous la connaissez. Donc, éventuellement, on est capable de prédire ce qui va se passer demain. Donc, ces profils, pour parler d'emploi et pour parler de nouveaux profils, oui, la data crée de nouveaux métiers, oui, la data va intégrer de nouveaux profils, oui, on va avoir besoin de ces nouveaux profils, oui, on les cherche, oui, s'il y en a dans la salle, c'est intéressant. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Thierry, oui, ça fait sens de se tromper, oui, ça fait sens d'être innovant, mais attention au chapeau de la marque. Il est lourd et ça fait un peu chape de plomb. Et quand on se le prend sur le nez, ça fait mal. Dernière question, parce que je vois que le temps tourne, c'est une question aussi de la salle, et puis c'est vrai que ça chatouille un peu les neurones de temps en temps. En fait, c'est bien de parler de big data, d'investissement. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est rentable? Alors je vais faire un rapide tour d'horizon au final. Alors chez Orange, travailler autrement sa donnée, c'est rentable ou pas? C'est une condition de survie à la fin. Je pense que c'est pour ça qu'on différencie les notions de pilotes qui sont des quick wins. C'est-à-dire quand le client est très insatisfait, traiter les très insatisfaits, finalement il y a un quick win rapide en termes de ROI. Je pense que le sujet des concessionnaires c'est peut-être ça. Et à l'inverse des sujets qui sont de l'ordre du stratégique dans lequel c'est une forme d'investissement. Dire que c'est rentable, oui, parce que c'est une manière de penser le réseau d'Orange différemment, le service client différemment, et c'est notre stratégie finalement. Donc on le raisonne différemment sur ces sujets-là. Alors au Figaro, bon, je sais bien qu'on est en train de travailler, peut-être pas au Figaro, mais en tout cas sur des algorithmes qui vont prédire l'actualité et pour le lendemain. Donc on est capable même de faire des automatisations, même des articles. On fait des choses extraordinaires. Bon, et travailler sa donnée autrement, notamment pour faire, pour aller retrouver du client. Parce que mine de rien, le Figaro c'est une marque média qui se diversifie. Mais quelque part, il faut aller effectivement être capable de faire payer les clients avec les nouveaux usages. C'est rentable chez vous, ça, d'opérer différemment cette donnée là, si on devait juste faire le bilan aujourd'hui? C'est rentable à plusieurs titres. On est très exigeant quant à la rentabilité des investissements que l'on engage. Vous savez que les economics des groupes médias sont sous tension, donc ce qui nous rend nécessairement et par culture exigeants. Ça l'est en matière de monétisation publicitaire, puisque notamment au travers des initiatives que nous avons conduites avec la création de la place média, les ad exchange privés, ce sont des flux de revenus supplémentaires qui ont été créés ces 24 ou 36 derniers mois. Ça l'est en termes de recrutement. On a relancé cette semaine, le 13 avril, notre offre premium digital que je vous invite à consulter, avec derrière le concours de la data pour engager les clients les plus intentionnistes en la matière. Donc là, il est encore trop tôt en termes de recrutement pour partager des chiffres. Et ça l'est sur les business marchands, ticketac.com, donc l'activité ticketing. On a augmenté en 2014 de 30% le taux de réachat.
auprès de notre million de clients. Voilà. Et on a réactivé un peu plus de 100 000 clients dormants grâce à des campagnes prédictives en CRM. Voilà. Fabrice, alors vous c'est différent, vous serez rentable dans la tête de vos patrons quand vous serez numéro 4 français, c'est ça? Oui, on va avoir encore pas mal de challenges, mais une différence entre la big data quand même, c'est qu'au parallèle, il y a quelques années, on parlait de CRM. La big data, c'est quand même une étape au-dessus. On voit aussi l'évolution de nouveaux comportements de consommateurs. De plus en plus de critiques sont faites directement sur les réseaux sociaux. Donc il y a toute une évolution qui permet aux acteurs qui ont bien compris comment marchent ces problématiques de gagner des parts de marché par rapport à des structures qui vont être plus lourdes. Et là où s'il y a un écart à faire, ou en tout cas s'il y a des parts de marché à gagner, c'est sur cet aspect réactivité interne et prise de conscience de l'avenir du marché. Ouais. Jérôme, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, cette big data, c'est une big supercherie technologique ou alors une big avancée marketing au fond, puisqu'il faut quand même conclure sur la question qu'on s'est posée initialement. Je vais repartir de ce que disait Xavier tout à l'heure. C'est vital. Si on ne s'y met pas, on est collectivement mort. C'est pas compliqué. On ne pourra pas demain ne pas utiliser intelligemment les données que nous ont confiées nos clients ou que nous avons récupérées sur le web, en mobilité, etc. Le sujet de la data, c'est un sujet primordial, c'est un des piliers du développement digital, je ne vais même pas dire en France, dans le monde. Les Américains l'ont compris. Si vous me posiez la question de savoir qui, pour moi, est le roi du big data, la question a été posée. Je vais vous répondre très basiquement et très bêtement. Pour moi, Amazon. Désolé, Amazon, ça marche. Amazon, c'est bien. Amazon, c'est pratique. Je n'ai aucune action chez eux. Je constate. Enfin, ceux qui critiquent, ils disent oui, mais Amazon, ils n'ont jamais gagné d'argent. C'est parce qu'ils n'ont pas compris leur modèle, c'est ça? Non, parce que Amazon, ils sont en phase d'acquisition de l'utilisation de la donnée. Ça se fait pas en un jour. Amazon ne peut pas être rentable demain. BNP Paribas, parce qu'ils vont savoir demain utiliser leurs données. Je vous rappelle, la banque multicanal, ça nous a pris 15 ans. Bon, donc se mettre en place une stratégie de la donnée, je vous rappelle que c'est la mise en place, la création d'une nouvelle activité. Pour la banque, c'est une nouvelle activité. C'est éventuellement une nouvelle activité. C'est certainement une nouvelle stratégie, oui. Donc, on ne va pas la mettre en place, on ne peut pas la mettre en place en 2 ans, c'est pas possible. 2, ça coûte cher, oui. 3, il faut être capable de ramener l'ancien modèle, ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire le réseau, il va falloir le ramener à cette logique. Donc il y a de nouvelles logiques, il y a de nouveaux intervenants, il y a de nouveaux concepts, ça se teste, ça se met en place, ça ne se fait pas en 2 jours. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre aujourd'hui, c'est pour ça que oui, c'est vital, et oui, il faut qu'on soit capable d'avoir des solutions. Donc merci à vous tous d'être là et de nous proposer des solutions. Sans solution, on ne s'en sortira pas. Bon alors, est-ce que vous avez été convaincus? Bon, j'espère que vous êtes toujours en bonne forme. Alors, ceux qui ont été convaincus, levez la main. Voilà. Maintenant, ceux qui sont encore dubitatifs. Bon, bah alors c'est un bon présage. En tout cas, je voudrais qu'on remercie donc nos 4 intervenants ce matin. Je vous propose de les applaudir et de vous applaudir aussi parce que vous avez été encore en pleine forme et puis de vous souhaiter une bonne fin de salon. Merci à tous.